Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Connexion Plus. Aujourd'hui, on est chanceux, on a The White Lion en personne. Donc bienvenue Johan qui est avec nous aujourd'hui. On vous avait dit qu'on allait faire quelques épisodes avec des invités, donc nous y sommes. Ouais, pas un vrai invité pour nous autres. Là. Johan, c'est notre quotidien. En fait, on est partenaires à l'Académie tous les trois ensemble avec Camille l'autre bord. Mais c'est quand même un plaisir sur le podcast de t'avoir aujourd'hui. Puis anyway, je pense que tu vas être un semi-régulier. Il y a plusieurs sujets qu'on va vouloir aborder dans nos sujets mystères qu'on fait. Là. J'aimerais bien ça t'entendre sur les Glocks MMA. Bref. Ouais. J'aimerais ça. Je suis prêt à élaborer un petit peu. Ben oui, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. On va rester dans l'entrevue de fond aujourd'hui. D'entrée de jeu, question pour avoir un éléphant dans la pièce, j'aimerais ça qu'on aborde tout de suite le sujet de, écoute, ceux qui ont vu l'actualité de MMA au Québec récemment, on a vu ton parcours UFC s'est arrêté pour le moment. Ton contrat n'a pas été renouvelé suite à ton dernier combat. J'aimerais ça qu'on aborde ça, l'espèce de après UFC, comment ça se déroule puis tout. On peut parler de ton ascension aussi, tout le kit, mais tu sais vraiment comment tu vis ça. Je pense qu'il y a un côté humain derrière ça, puis c'est important. T'sais, on aime ça jouer les gérants d'estrade. C'est le fun d'avoir la personne sur le studio pour pouvoir en jaser aussi. Là. Ben, tu sais, moi, mon ascension à l'UFC s'est faite vraiment rapidement. Tu sais, vous le savez, là, j'ai commencé les arts martiaux quand même sur le tard. J'avais 22, 23 ans. Puis, tu sais, je me suis lancé à 100% là-dedans. Là. Tu sais, j'étais obsédé. Puis, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu du succès aussi rapidement. Mais, tu sais, en même temps, c'est un couteau à deux tranchants. Quand tu arrives à l'UFC, après seulement 7 ans d'expérience dans le domaine, puis que tu te bats contre les meilleurs dans le monde, j'ai fait face un petit peu à l'adversité, autant à l'intérieur de la cage qu'à l'extérieur, parce que les arts martiaux mixtes, c'est un sport qui est très demandant mentalement, aussi, pas seulement physiquement, c'est très demandant psychologiquement. Puis j'ai adoré mon ascension jusqu'à l'UFC. Malheureusement, mon chemin est terminé en ce moment. Mais je te coupe direct. Est-ce qu'ils te le disent que t'es out? Est-ce qu'ils t'envoient un courriel? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Tu dans le locker room après? T'es dehors? Non, tu sais, puis... Pour vrai, ils sont vraiment professionnels, l'UFC. Là. Puis moi, j'ai toujours adoré ça. Puis, tu sais, je suis allé m'entraîner à l'Apex plusieurs fois. J'ai eu la chance d'y aller. Puis, tu sais, ce que l'UFC m'a offert, man, tu sais, c'était le rêve. Je rêvais de ça, là, tu sais. Puis, ils ont toujours été super professionnels. Puis, à la fin, quand mon contrat s'est résilié, ils m'ont envoyé un email avec une super belle lettre, comme quoi, malheureusement, avec la fiche que j'avais de 3 défaites et une seule victoire, ils devaient résilier mon contrat, mais qu'ils souhaitaient que ma carrière continue, puis il était certain que nos chemins allaient se recroiser. Fait que vraiment, j'ai trouvé ça intéressant. C'est classe, là. De voir ça. Tu sais, moi, à la fin de la journée, j'ai jamais perdu un combat à l'extérieur de l'UFC. Professionnellement parlant, je suis invaincu en dehors de l'UFC. Mon ascension s'est faite vite. Mon objectif pour la suite, c'est d'aller chercher de l'expérience. Moi, à l'âge que j'avais 23, 24 ans quand j'ai commencé, il fallait que j'aille chercher un shortcut. Fallait que je me rende à l'UFC. C'est ça que j'ai fait. C'est quand même drôle de dire ça. Quelqu'un qui est déjà passé à l'UFC, il faut que j'aille chercher de l'expérience. Mais tu sais, je connais ton parcours de A à Z. C'est vrai, pareil, là. Oui, parce que, tu sais, je suis arrivé à l'UFC, j'avais 8 combats professionnels. C'est minime, là. Tu sais, il y a des gars qui ont des vingtaines de combats professionnels. Puis surtout, la carrière amateur. Faut pas oublier ça. Moi, j'ai 5 combats amateurs. J'ai pas 25 combats de Muay Thai ou 40 combats de boxe ou autres. Donc, tu sais, ça s'est fait vraiment rapidement. Je suis conscient de ça. J'adore la vie que je vis, man. Je donne des cours avec vous, on s'entraîne à chaque jour. Les gars, vous le savez, c'est quoi, là, tu sais? On vit de ça, on aime ça être sur les matelas. Pour nous, c'est un cadeau. Je veux juste continuer, je veux continuer à me battre. J'ai l'organisation Samouraï MMA qui m'offre cette opportunité-là au Québec. Ça, parle-nous-en de ça, tu sais, parce que, écoute, ça fait quoi ton combat? 1 mois et demi, même pas? À peu près 1 mois et demi, ouais. C'était quand? C'était quoi la date? 20 janvier. Le 20 janvier. Ça va vite, man. Oui, ça va vite, c'est fou. Fait qu'environ 1 mois et demi. Plusieurs pourraient penser que tu prendrais une espèce de pause pour te recentrer, penser à tes choses, mais rapidement, tu as signé, c'est sorti publiquement, tu as signé avec Samouraï. Ben, c'est pas signé encore, mais j'ai conclu une entente avec eux. Il y a beaucoup de principes. Oui, exactement. Exactement. Dans le fond, il y a beaucoup d'organisations qui m'avaient approché. CFFC, l'organisation dans laquelle j'étais champion avant d'aller à l'UFC. Avec le Flying Knee. Avec le Flying Knee. Gros highlight. Les gens oublient un petit peu le parcours que j'ai eu, mais j'ai tellement eu un beau parcours au MMA. Professionnel. J'ai fait mes débuts avec l'organisation TKO. Il y a eu la pandémie. Moi, j'ai pris l'avion pour aller me battre à Philadelphie en pandémie. J'ai fait ma carrière avec CFFC. Je suis devenu champion. J'ai eu un Flying Knee. J'ai fait Contender Series. Tout ça, c'est des choses qui m'ont amené tellement de bonheur dans ma carrière, puis de confiance, puis d'expérience.
Puis c'est fou, tu sais, avec Mathieu, quand t'es parti, on a vu certains posts, certains commentaires, puis on se les screenshot, puis on se les envoie avec Mathieu, des détracteurs, parce qu'on en aura toujours. Hein. Tu sais, il y a une image que j'aime bien, c'est des crayons, comme des crayons de couleur que tu dois aiguiser. Nous, en France, on appelle ça des crayons gris, là, je sais pas comment vous appelez ça ici. Crayons de couleur de bois. Des crayons de couleur de bois, c'est parfait. Puis, tu sais, je vous l'avais déjà envoyé, t'en as un qui est tout usé, puis c'est marqué... puis les autres sont parfaits parce qu'ils n'ont jamais été utilisés. Puis il est marqué, c'est facile d'avoir l'air parfait quand t'as jamais rien fait. Ouais, puis j'aime cette phrase-là parce que peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu vas essayer dans la vie, t'auras des détracteurs. Puis c'est vrai qu'on oublie tout ça. Je pense pas qu'on va le voir au podcast, mais on a tes cadres où est-ce que t'as les mains en l'air au UFC, où est-ce que t'as le flying knee. Puis je me dis, est-ce que le Contender Series, tu l'as pas volé ce fight-là là? Non, puis j'étais underdog. Je sais pas si vous vous souvenez. Là. Oui, ben oui. J'étais pas supposé de gagner ce Gunner. C'est un gros prospect. Je vous remets en contexte. Là. Justin Burlinson, il y avait 17 victoires, 1 défaite chez les amateurs, champion en MMA et en kickboxing, 6-0 professionnel, 6 finishes au premier round. J'étais underdog à 5 contre 1. Ouais, exact, le soir à Vegas. Puis, j'étudiais beaucoup ses tapes parce qu'on s'entraînait ensemble pour ce combat-là. Puis, je te le disais pas, j'étais comme, tabarouette, il est bon partout. C'était un test, là. C'était bon méchant partout. Test, là. Puis tu l'as battu haut la main, gros knockout, encore là, un highlight. Tu sais, Simon parlait des détracteurs, puis ce que je trouve dans le sport, il y a une phrase qui dit souvent, t'es toujours aussi bon que ta dernière performance. Je trouve que c'est un peu malhonnête, cette quote-là. C'est correct, mais parce que comme tu dis, ça efface pas le reste. Là, on se souvient mettons, des 2 derniers combats à l'UFC, mais ça efface pas tout le chemin que tu as parcouru pour aller là. Puis il y a 2 combats, juste avant, tu sortais d'une victoire. Ça, faut pas oublier. Tu as gagné au UFC aussi. Puis il y a l'espèce de chemin de croix qui se fait quand tu sors de là, où tout le monde se permet des commentaires et tout. Puis au Québec, en plus, on est bon là-dessus. Se lyncher nous-mêmes sur la place publique. Hein, on aime ça. Quand un Québécois réussit, c'est cool. Quand il échoue, 100 fois plus de commentaires. Ça, c'est dommage. Fait que, après la sortie du UFC, comment tu vis ça? Ça s'est-tu bien passé dans ton cas? On en a une idée, mais quand même. Ben, c'est sûr que c'est un choc quand même parce que tu te dis, j'ai atteint le rêve, je suis là, je suis rendu, mais j'ai pas été capable d'y rester. Par contre, il y a tellement de choses qui m'accrochent dans la vie. Vous savez, vous êtes des papas, de petites filles en plus. J'ai eu ma petite fille, j'ai ma blonde que j'aime, qui me... Girls Club ici. Hey, c'est vrai. C'est vrai, on est tous des papas de filles. Aïe, aïe, hein? Toute la gang. C'est bon, ça. Mais, c'est ça. Vous le savez, c'est quoi, les gars? Puis, ça t'adoucit un petit peu. Écoute, moi, je suis tellement bien avec mes petites femmes, avec mon gym, avec l'académie. On revient. Je suis revenu là, le lundi. Je me suis battu le samedi. Le dimanche, c'était rough. Je suis revenu le lundi. J'avais 3 cours à donner de boxe. J'ai donné mes cours. Les classes étaient pleines. L'énergie était bonne. Les gens sont contents de te voir. Après, tu reviens. Tu as ta femme qui t'attend à la maison. Fait que, oui, c'est sûr que c'est difficile. Ça m'a pris 1 mois. Vouloir recommencer à combattre, prendre des décisions là-dessus. Ah ben, on le sentait aussi, tu sais. Je veux pas quand arrive un événement comme ça, il y a comme une petite cassure qui se fait. Puis, ben écoute, pour prendre une analogie du sport, tu t'es fait knocker entre les 2 oreilles, si on veut. Fait que le temps de revenir de ça, faut se relever, se reconstruire un petit peu, c'est normal. Oui, exactement. Fait que, ça m'a pris quand même un bon mois. Je suis parti en vacances. Ça m'a tellement fait du bien de passer du temps de qualité avec ma petite famille, ma blonde, ma petite fille de 6 mois. Ça met énormément de bonheur. Puis, tu sais, moi, je suis un gagnant dans la vie. J'ai échoué, puis c'est ce qui m'a amené à gagner aussi bien. Puis cet échec-là, je pense que ça va m'amener à gagner encore plus dans la vie. Puis Samouraï MMA, je pense que c'est le tremplin idéal pour moi en ce moment, pour me reconstruire. Puis ce qui va arriver, c'est que, make my words, je vais prendre ma retraite à l'UFC. Je vais avoir une chance à l'UFC. Je vais la gagner. Je vais gagner ce combat-là. Je vais prendre ma retraite. Je vais accrocher mes gants. Puis c'est ça qui va arriver. C'est ça l'objectif. C'est ça le plan. C'est clair dans ta tête, cette vision-là. Si ma vision est là. Je vais gagner des combats locaux. Je vais me reconstruire. J'ai une turbo fiche, les gars. Je suis 9-3. Je gagne mes 2 prochains combats. J'ai 11 victoires, 3 défaites. Bro, c'est une très belle fiche en tant que combattant professionnel. Super fiche. Mais knock-out, personne ne peut me les enlever. C'est à moi de bien jouer mes cartes. Jusqu'à date, j'ai toujours été en mesure de bien les jouer. T'sais, j'avais une belle routine. Je m'entraîne au Tristar. On s'entraîne fort ensemble. T'sais, j'ai réussi à bien construire. Là, regarde, il me reste un petit bout de chemin à faire encore. Je suis pas fini, j'ai 31 ans. Là. Donc, c'est à moi de continuer dans cette voie-là. Puis... 100%. Justement là-dessus, là, comme tu dis, tu as une entente de principe avec Samouraï. C'est quoi un peu ton chemin, ton plan pour te rendre à l'UFC? Sur quoi tu veux travailler? Parce que, je veux pas, c'est une chance de peut-être pas te réinventer. Ben,
un peu quand même, mais qu'est-ce que tu voudrais changer dans ton approche de la game puis tout, que tu voudrais corriger? T'sais? Il y a quelque chose que les gens savent pas, que vous savez, là. Je suis tombé malade avant le combat, là. Ça fait 2 fois. C'est les 2 derniers combats que ça m'est arrivé. Je sais pas si c'est mon corps qui réagit comme ça, qui tombe en état de stress, en état de choc complètement. Mais clairement, il arrive quelque chose que je dois contrôler. Est-ce que ma perte de poids fait en sorte que je perds trop d'énergie puis que mon système immunitaire drop puis que je pogne des virus? Parce qu'il faut le dire, t'es un très gros 170 livres. Exactement. Johan, tu te bats à 170. Je suis un gars de 208, 210 dans la vie. Voilà, tu sais, je roule avec à semaine longue puis je le file pas comme un welterweight, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a plein de facteurs qui font en sorte que mes 2 derniers combats, je les ai perdus. Par contre, je peux vous confirmer une chose. J'ai compris que le plus gros du travail se faisait ici. Le plus gros du travail se fait entre les 2 oreilles, puis le reste va suivre. Parce que le soir du combat, là, t'es le résultat de tout ce que tu as répété, de ce que tu as cru dans les semaines précédentes. C'est simple comme ça, OK? Fait que ça, c'est important de le comprendre, parce que même si physiquement, t'es peut-être pas à 100%, parce qu'on s'entraîne fort, on a des blessures, on a des petits bobos, tu as peut-être mal dormi la nuit dernière. Si mentalement, tu es set, tu as fait ta vision, tu es focus, c'est le succès qui va t'attendre. Ça va sortir quand même. Exactement. Oui, il y a plusieurs combattants, je sais pas, ils ont un petit bobo une semaine avant le combat, que ce soit dans le MMA ou le jiu-jitsu, peu importe. Écoute, il n'y a rien que tu vas faire cette semaine qui va faire que tu vas être meilleur ou pire. T'sais, ton travail est fait. C'est de se mettre ça dans la tête, peut-être. Tu sais, moi, je suis allé voir un médecin privé là, parce que je me battais, puis 6 jours avant, je suis tombé malade. Là, puis c'est exactement ça qu'il me dit, le médecin. Il me dit, écoute, Yohan, tu me dis que tu as fait un camp d'entraînement de 10 semaines, puis que là, tu te bats dans 6 jours. Je dis, ouais. Il dit, ben, repose-toi. Il dit, t'en as assez fait, là. Il dit, c'est juste ça qu'il faut que tu fasses, te reposer. Sauf que mentalement, là, on est des guerriers. On s'entraîne 3-4 heures par jour. Fais-moi me reposer pendant 5 jours avant un combat. Je vais sentir que je suis pas prête, que je me suis pas assez entraîné. Le fear of missing out. Là, on a peur de manquer de quelque chose. Fait que c'est ça qui est difficile des fois. Quand tu es arrivé pour ton dernier combat au UFC, est-ce que tu es arrivé là-bas? Vraiment, là, je parle de l'entrée dans la cage, là, la journée de ton robot quand il t'appelle. T'es-tu arrivé là-bas comme un gagnant ou dans ta tête, tu savais que tu allais perdre? Comment c'était dans ta tête? C'était un challenge. C'était des montagnes russes à chaque fois. C'était une journée, tu es très confiant. Une journée, c'est plus difficile. C'est une avalanche d'émotions comme ça. Puis, je me souviens qu'à un moment donné, j'ai pogné un pic. Je me suis mis à être très confiant. Parce que là, mon virus était un peu parti. Là, je recommençais à bouger avec mes coachs. Puis, je me suis mis à être très confiant. Par contre, Fight Night, quand je me suis mis à bouger dans l'octogone, j'ai reçu à un moment donné un petit coup, puis là, je me suis mis en pensée déjà, puis il était déjà trop tard, tu comprends? Comme, j'avais pas eu une assez bonne concentration, une bonne visualisation dans les semaines précédentes pour qu'à ce moment-là, je garde le focus, puis je fasse comme, on continue. Tout est allé trop vite après, j'ai perdu mon focus, puis ça, je le réalise, ça part de préparation mentale et non la préparation physique. Ouais, parce que rendu à ce stade-là, le UFC, c'est la Ligue nationale de hockey, l'équivalent de la Ligue nationale de hockey ou la NFL ou peu importe. À ce stade-là, tout le monde est bon. T'sais, même des fois, on va te donner un combat plus facile, entre guillemets. Le gars, il est quand même bon. Là, fait que c'est au niveau mental que ça joue vraiment, puis on peut pas laisser place à ça. Écoute, ce soir-là, dans la cage, écoute, on se connaît, là, ça fait des années. Ton ascension, on l'a vécu pratiquement ensemble de A à Z. Clairement que tu n'as pas le même combattant que d'habitude, ça n'a pas sorti. Puis c'est là, moi, je trouve que c'est ingrat, ce sport-là, parce que c'est one night. Tu joues pour le Canadien de Montréal, tu te fais shifter, tu joues à défense, tu parais mal. C'est une game, c'est un shift, c'est pas grave. Il n'y a pas de conséquences, tu en as 82 games dans l'année. T'as le goaler en arrière qui peut peut-être arrêter à la shot. Là, il n'y a personne pour arrêter à la shot. Là, fait que ça, c'est super ingrat comme sport. Hein? C'est 8 semaines pour 15 minutes. Faut que tout aille bien. T'sais. Ouais, puis tu sais, j'en ai pris des risques dans ma carrière, là, vous le savez, là, ensemble pour la ceinture à CFFC, à 5 jours, vous vous souvenez? J'ai essayé de faire un takedown sur Mathieu. J'ai essayé de faire un takedown sur Mathieu, j'ai pogné son genou, je me suis fendu l'arcade sourcilière, 7 points de suture, juste avant mon combat de ceinture à CFFC. J'en ai pris des risques dans ma carrière, là, puis j'ai décidé d'y aller, puis Chris, je l'ai gagné ce combat-là, man. Dernière minute du dernier sparring de tout le camp. C'était 5 rounds, parce que c'était 5 rounds de 5 minutes vu que je me battais pour une ceinture. Ouais. On avait fait les 5 rounds. Puis la dernière minute. Tu me shootes à la fin, Pat là, astique, je filais mal. Je te regarde, il y a du sang. Tu me regardes, t'es comme non. Ben non. Face plein de sang. Et je capotais ma vie.
Et là, merci. C'est quel colle que tu avais utilisé pour coller ton œil? Ah, man. Pour cacher ça à la commission athlétique, je pense. Une affaire de fou, là. Ah. J'ai encore la vidéo que je t'amène à l'hôpital dans l'auto. Ah ouais, hein? Ouais, que t'as le... Je dois l'avoir dans mon sel. Oh, maman. Où est-ce que t'as la face tout J'avais été chanceux de me faire recoudre dans l'heure après. L'angoisse que j'ai eue, man. Hey, puis j'avais été à ce combat-là, puis on le savait là, avec Lévi. Tu sais, on parle de mental d'acier. Là. Ça, c'est un exemple de mental d'acier. J'avais la coupure à mon œil. Je suis allé me battre pour un combat de ceinture, un combat qui était super important. Lévi me dit, tu le sais, ça se peut qu'elle va rouvrir dans le combat. C'est sûr que ça allait ouvrir. Ça a pris un jab. Un jab, première minute, ça rouvre. J'ai l'œil complètement fendu. Le premier round passe, je m'en vais dans mon coin. L'arbitre, la régie, le docteur, il y avait plein de monde autour de moi. Lévi me fait juste me dire dans l'oreille, « Bro, si tu passes le deuxième round, ils vont arrêter le combat. Faut que tu finisses ça là. » Fait que j'ai ouvert la machine. Guess what, Chris? J'ai fini le combat, man. Ça prend un mental d'acier pour faire ça, là. C'est ça qui est fou. Parce que moi, je me suis toujours dit, quand on parle de toi, que ce soit avec Simon ou même dans le temps, avec que ce soit Pat ou n'importe qui qu'on parle de toi, en l'entraînement, tu es très, très bon. Mais ce qui a toujours été impressionnant dans ton ascension, c'est que, tu sais, Yohan, tu t'entraînes avec, que ce soit au Jiu, stand-up, tu vois que très bon athlète. Je suis pas exceptionnel. Pas exceptionnel dans le gym. Fight Night, t'as toujours sorti. C'est ça qui est difficile pour l'entourage, que ça n'a pas sorti à certains. Ouais. Est-ce que c'est Puis là, on se le demande, on est à cœur ouvert. C'est-tu la pression que tu ressentais? Je sais pas. Dans ma vie en ce moment... Dans les plus gros moments, là, exemple CFFC. C'est pas l'UFC, mais ceinture pour une organisation pro. Puis CFFC, c'est une bonne ligue. Les stacks sont high, là. Qui t'a sorti. Ouais. Qu'est-ce qui... La raison pour laquelle je veux stepper in le plus rapidement possible pour me rebattre, c'est de trouver ça, trouver le pourquoi. Parce que j'ai eu un turbo camp d'entraînement, mon dernier camp d'entraînement, ça a bien été. Est-ce que c'est vraiment à cause du virus que j'ai brisé mentalement? Parce que ça fait 2 fois que ça m'arrive, ça. Puis il faut que j'aille au bout de ça puis le trouver, sinon je vais le regretter toute ma vie. Je le sais pas. Ça peut se transposer dans d'autres aspects de ta vie, fait que tu veux battre ça. Là, depuis que je suis plus à CFFC, depuis que je suis à l'UFC, je reprends ma phrase. Depuis que je suis à l'UFC, j'ai une blonde, j'ai une fille, j'ai un gym qui roule, j'ai beaucoup à perdre, peut-être plus que j'ai à gagner. C'est un petit peu comme ça que je le vois. C'est gros ça ce que tu dis, man. Ma blonde, elle n'aime pas ça quand je dis ça, mais j'ai l'impression que d'avoir eu une fille me fragilise beaucoup, me rend vulnérable un petit peu. Simon, on peut relate. Puis Simon, s'il n'est pas menteur, on a jasé de ça avant-hier, je pense, les deux. Je sais pas pourquoi. Puis c'est fou, bro, parce que je m'entraîne, là, comme un malade. Je pense à ma fille, je vais au Tristar, je fais des sparring, je détruis. Ça va bien. Je me fais détruire des fois au Tristar, là, aussi, là. Souvent aussi. Là. Les boys, je regarde, hein? On s'en souvient. Défoncer. Non. Fait que, mais vous le savez, c'est comme ça. Ça nous sert de... Puis j'ai tellement pensé à ma fille, Fight Night, toute la semaine de combat, je vais gagner pour elle, je m'en fous de pas avoir de cardio, je vais y aller jusqu'au bout. Mais gros, mentalement, il faut que tu sois prêt à ça, là. Tu te bats, devant le monde entier, là, contre les meilleurs dans le monde. Ah, c'est pas de la danse, là. On s'entend, là. Fait que, écoute, c'est ça. Ah, mais ça explique quand même bien des choses, là. Oui. Je pense que, je vais dire en tant qu'homme, une maman, ça file la même chose, tu sais. Avoir des enfants, une famille, tout ça, oui, ça te rend vulnérable. Tu as quelque chose à perdre, tu sais, que ce soit professionnellement, dans une carrière, que ce soit dans le monde des affaires ou autant que sportivement parlant. C'est clair que ça t'affaiblit. Tu sais que la phobie de l'avion, parce que je lis beaucoup en ce moment sur les phobies, parce que j'ai une grosse phobie de l'avion, puis des manèges, etc. Puis il disait que la majorité des phobies de l'avion, puis des manèges, ça arrive quand les gens deviennent parents. Une fois qu'ils ont des enfants, ils commencent à avoir peur de prendre l'avion, etc. Impossible, tu y penses pas, ça. Gars, t'étais dans le sud. Ouais. Avoue qu'à un moment que t'as fait « Ouais, si l'avion crash, la petite... » Là, avoue, hein? Ouais, sans devenir fou, là. Ouais, peut-être sans devenir fou. Mais moi, mais j'ai pas tant peur de l'avion, là, mais ouais, c'est sûr que tu y penses. Mais il y a toujours un petit quelque chose, ouais, c'est sûr que tu y penses. Ouais, écoute, c'est sûr, bro, là, la mienne, elle commence à se lever debout. Toujours là, tu sais, puis là, elle tombe, là, elle se pète la tête, elle broye, là, je suis comme « Oh my God! » Fait que, tu sais, tu peux pas les surprotéger, mais en même temps, c'est ta petite fille, bro. Tu peux pas faire autrement, là. Ouais, clairement. Mais, je veux trouver le moyen de gérer ça. C'est important. C'est important d'être capable de contrôler ça. J'ai toujours dit dans ma vie, face everything and raise, comme les peurs, il faut que tu leur fasses face, puis il faut que tu sois capable de les surmonter. Puis ça, c'est comme une de mes peurs en ce moment, de me faire contrôler par la vulnérabilité, d'avoir une fille, d'avoir une famille. Il faut que je sois capable de contrôler ça.
Puis en tant que combattant d'MMA professionnel, c'est mon challenge. Parce qu'en fait, tu veux combattre ça parce que ultimement, on veut toujours être fort pour nos enfants. Oui. On veut pas se laisser écraser par ça, je comprends. Puis c'est ce que j'étais avant. T'as 31, 32 ans. Tu sais, de la pression, puis des trucs. Tu sais, on parlait de l'autre épisode, si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter. On parlait d'intimidation. Imagine un jour ta fille, elle arrive, puis elle se fait intimider. Faut que tu sois capable de vivre la pression pour affronter ça. Tu sais, ça peut. On peut extrapoler dans plein de sphères différentes, mais on va en vivre. Peut-être que le gym, à un moment donné, là, d'ici 5 ans, là, qu'on veut ouvrir une franchise, tu sais, ça reste des trucs de pression. On doit emprunter 500 000, 1 million pour aller se c'est tous les jours la pression. Faut vivre avec ça. Puis tu sais, je le comprends. On parle de pression. Juste avant que tu arrives, là, on en parlait avec Mathieu justement de tout ça, de la vie, la ligne d'arrivée de la vie, à quoi ça sert la vie, les enfants, comment on les éduque, etc. C'est là-dedans aussi qu'il faut trouver le point de qu'est-ce qui se passe dans ma tête, parce que physiquement, ok, fine, c'est une chose, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, qu'est-ce qui se passe mentalement. Puis là, Samouraï, toi, dans le fond, tu sais, là, il y a beaucoup de personnes qui se demandent avec qui tu vas te battre. Est-ce que tu le sais avec qui tu vas te battre? Non. Le pourquoi j'ai signé avec Samouraï MMA, c'est parce que je sens que j'ai marge à négocier. Ce que je veux, c'est des noms. Pas monnayer, mais le levier que les 3 lettres du UFC te donnent. Exactement. Tu sais, moi, j'ai jamais dit non. J'ai jamais reculé devant aucun combat. J'ai toujours eu des challenges. Là, je suis à un stade où est-ce que je vais être en mesure de pouvoir affronter des gars intéressants. Plus proches. Intéressants. Non, mais une chose est sûre, mon Simon, je me battrai plus à 170 livres. Okay? Ça, c'est toujours... grosse... Ah ouais, parce que tu m'avais dit que tu te promènerais entre les deux, là, mais... Pour le moment, c'est plus 170. Breaking news. Ouais, breaking news, man. Mettez ça dans vos pipes. 185 va être ma catégorie. Et tu seras même pas petit. Je suis en train de me dire, honnêtement, les gars, là, que tu peux pas couper les nutriments d'un athlète. Tu peux pas dire à un athlète, entraîne-toi comme un malade, mais prends le moins possible de nutriments. Comme, j'aime mieux avoir la pensée de entraîne-toi comme un malade, bourre-toi comme un malade, sainement, bien sûr. Puis je le sens déjà depuis 2 semaines, c'est comme ça que je fais. Puis j'ai l'impression que peut-être que mon système immunitaire va être un petit peu plus fort, que je vais tomber moins malade, que je vais aller chercher un petit peu plus de force. T'imagines les doubles chocs, c'est ce qu'on disait avec Mathieu, les doubles chocs de tu t'en vas te battre au UFC. Tu sais, c'est con, mais tu voyages quand même, tu prends l'avion, t'es pas chez toi. Non, pas chez toi. T'es pas chez vous, t'as un deuxième choc. Tu sais que tu vas aller te prendre des coups. Tu savais là, que c'était ton dernier combat au contrat. Déshydratation. C'est choc par-dessus choc. Qu'à un moment donné, ton corps est shut down, je pense. Ben, puis c'est exactement ça. Je suis content qu'on aborde ce sujet-là quand même parce que on pourrait faire un épisode là-dessus, là, justement. Tu sais, la fameuse déshydratation chez les athlètes, la coupe de poids, tu sais. On en a parlé, moi et Simon, je pense, dans un petit épisode une fois. Tu sais, en jiu-jitsu, c'est quelque chose qu'on vit moins. Tu sais, on se tient quand même plus proche, tu sais. À part à ADCC, mais sinon, on se bat, tu te pèses, tu te bats. Tu te bats à BJJF, tu te pèses, pas le matin puis tu te rebats le soir. Non, tu te pèses puis tu te bats 2 minutes après. Shout-out IBJJF, 6-7 avril, New York. Mathieu Davio, Johan Lennes, Gold Medals. Oui, mon gars, on s'en va là. À la conquête de New York. Simon, je savais pas que j'y allais. Il m'a pas mentionné, c'est correct. OK, j'avais mal entendu. Fait que bref, tu sais, dans un sport... Mais oui, tu vois. Arrête de niaiser. OK, les gars, on est en épisode de podcast. Comment, Catherine, donne son waiver. Ce serait malade, ça. Ah ouais, comment? C'est fucking performant, en plus. Ah ouais? Ah, on veut un oui, parce que ça va être recordé après. Allez, dis-le. Bon. Fait que voilà, on n'a pas cet enjeu-là, autant de gestion de poids. Oui, il faut gérer son poids. Mettons, moi, je me bats à 189. Il faut que je reste proche. Mais vous autres, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, quand je suis allé à ton combat dans ton coin... Oh my God, t'étais là, bro. J'ai vécu une coupe de poids de A à Z avec toi. Écoute, je l'ai déjà un peu fait. J'ai fait un parcours MMA amateur. Quand même, mais écoute... Ça, c'était de la coupe de poids, mon chum. Jamais dans ces eaux-là. Là. Ce qui était cool, à l'UFC, écoute, les installations sont écœurantes au Performance Institute. Fait que là, t'arrives. La veille, on y avait coupé une dizaine de livres. 12 livres la veille. Dans le bain, OK? Bain, sweatsuit, couverte, en tout cas, une affaire de fou. Fait que là, le lendemain, on faisait les saunas avec toi. Puis là, nous, c'était cool. On faisait le 10 minutes de sauna avec toi. On sortait. Là, toi, après ça, dans ton sweatsuit en rubber, t'allais t'envelopper dans des couvertes pour un autre 10-15 minutes jusqu'au prochain sauna. C'est inhumain. Honnêtement, là, je peux pas croire que le sport soit encore là. Pourquoi les athlètes se battent pas à leur poids? Le sport est ainsi fait, puis t'as pas le choix, parce qu'au UFC, à 185, t'es petit. Ouais, exactement. Mais 170, le gap est énorme. Là. Tu coupais 24 livres. Comment veux-tu Fight Night? Puis comme tu dis, avec tout, t'es déjà en coupe de poids depuis des mois.
comment veux-tu être optimal, ton système immunitaire? C'est sûr qu'il y a un petit virus qui passe, c'est sûr que tu le pognes. Ça n'a pas de sens. Exactement, non. Écoute, on a vu là, la commission athlétique en Californie, au dernier UFC, ils ont vraiment regardé les pourcentages. Puis il y a des gens qui reprennent jusqu'à 17% de leur poids. C'est qui le fighter? C'était 30 livres? Jeff Neal, il se bat à 170 comme moi. Fight Night, il était 200 livres. C'est incroyable. C'est 30 livres de plus. Là. Puis il a perdu. Ouais, il a perdu, c'est ça exactement. Fait. Être plus pesant égale pas être plus dominant. Là. Comme tu dis, c'est pas humain. Là, moi, j'avais déjà fait 23 livres. Là, ça n'a aucun sens. T'sais. L'avantage à mon dernier combat, j'ai pas déshydraté beaucoup. J'avais déshydraté comme 13 livres. Puis pour vrai, c'était beaucoup mieux. Tu t'entends mieux. Ouais, mais clairement, la déshydratation devrait être revue. Mais là, il parle à l'UFC de faire une catégorie de 165 livres. Fait que ça serait 155, 165, 175, 185. Il n'y aurait pas le gap de 15 livres. Est-ce que ça l'aiderait les gars à moins se déshydrater ou... T'auras toujours du monde qui vont vouloir jouer sa ligne le plus possible, mais c'est ridicule qu'il y ait un gap. Tu sais, exemple, 125, 135, 145, 155, 170, ça fait zéro sens. Ouais, exact, c'est ça. Ça prend un gap. Peut-être, tu sais, il faudrait que les gars se déshydratent pas plus qu'une dizaine de pourcents de leur body, tu sais. C'est pas One FC qui font ça, ouais. Qui font ça, je pense. Ouais. Ça prendrait une réglementation là-dedans. Exact. Juste pour la santé des fighters, de se dire, boxe oui, aussi. tu peux, c'est ça exactement, tu peux perdre X nombre de livres, mais je pense que la fédération WBC, c'est qu'ils n'ont pas le droit de reprendre tant de livres que ça le jour du combat. C'est qu'ils ont une limite à la reprise. Puis, de mémoire, le WBC, là, surtout les combats de championnat, tu as la pesée 3 mois, un mois. Il y a un suivi qui est fait. 2 semaines avant, ouais, vraiment. Fait que, tu sais, il peut pas avoir de gap incroyable. Là. Ouais. Non, je pense que c'est logique parce que ça l'amènerait aussi les athlètes à être beaucoup plus sains dans leur corps, moins trichés, moins drastiques. Mais oui, exactement. On en avait parlé au premier épisode. Tu sais, Aspen Ladd, la fille, c'était impressionnant, elle, là. Ouais. Puis il disait justement que la déshydratation, que ton cerveau devient ultra fragile. Donc le premier coup que tu vas te prendre, ou si c'est un coup de puissance, tu tombes, tu shut down. Puis la fille, justement, Aspen Ladd, je pense 12 secondes, elle s'est pris un coup, elle est tombée. Ouais, c'est pour ça que moi, honnêtement... Je suis un peu... c'est ça. Je trouve ça rough de faire des déshydratations à 170. J'ai le goût de l'essayer, 185. J'ai l'impression que ça peut être vraiment payant pour moi. La puissance va être là quand même. Là. Tu vas être encore plus là parce que justement, là, je me mets à faire un petit peu plus de muscu. Je bâtis mes muscles un petit peu plus. Je prends mes nutriments. J'arrête de couper sur les carbs. Tu sais, souvent, moi, mettons, je coupais mes carbs à midi. Des fois, je m'entraînais le soir, je donnais des cours. Le soir, je ne pouvais jamais manger de carbs. J'étais tout le temps fatigué. Je me levais le matin, fatigué encore, tu sais. La nutrition, c'est tellement important, là. Tu sais, c'est le facteur. C'est le gaz que tu mets dans ton char, man. Voilà. Fait que, tu sais, c'est important que tu coupes pas là-dessus. Fait que de l'essayer, je suis vraiment excité. Puis je le sens que mon énergie est meilleure depuis 2 semaines déjà. Je sens que mon énergie est mieux. Pourquoi? Parce que je mange des carbs. Je mange beaucoup. J'ai une bonne nutrition. Le sommeil, on en reparlera avec la petite, là. T'es pesant aussi, bro. Ça, c'est fatigant. Je suis pesant. Le Fat Lion is back. Bref. Salaud! Non, je suis pas si fat, là. Ça s'en vient bien. Non, c'est des blagues. Mais en blanc, on le sent. T'es plus pesant, t'es plus fort. Tu sais, c'est ça. Je manque pas d'énergie parce que je suis bien enveloppé, là. Ça t'aide pas, ça, de dire ça. Je suis bien enveloppé. Merci, Simon. Non, je te trouve lourd. Mais moi aussi, j'ai grossi, donc je suis content de dire je grossis pour le rejoindre, mais lui, il grossit encore plus. Ça fait que je deviens encore plus là. 191. Je vous ai... Hey, tu m'as dépassé. Je paye ça 189, 10. Je le sens, là. Je le sens pour vrai. C'est clair. C'est quoi les catégories à IBJJF? Moi, exemple, c'est 100 en Nogi. En gi ou en Nogi, c'est ça. Exemple, moi, en Nogi... on fait Nogi? On fait les deux. Oh, let's go! Si tu veux. OK, oui. Bref, on va parler de Nogi. Ouais, excusez-moi. C'est 189 et moins. Toi, ça serait... Après ça, la suivante, c'est 202 et moins. OK. Puis après ça... moi, je vais être dans 202. C'est ça. 167 après ça, 160. Il va falloir que je cote un peu, là. C'est quoi, moins de 189 après? Après, c'est 178, je pense. Ah ouais, après 167. Exactement. All right. Donc, bref. Fait que c'est ça. Puis écoute, des fois, on regarde un combat d'MMA, puis on se dit, voyons, il est donc bien pas sorti cet athlète-là ce soir-là. Il doit avoir un mauvais camp, toi, t'imagines? Tu gères la pression de te battre devant le monde entier. Tu as eu une déshydratation difficile. Hey, man, oublie ça. Puis tu t'en vas te battre contre quelqu'un de surentraîné qui veut t'arracher la tête aussi. Puis tu sais, des fois, ça peut être comme tu le mentionnes, Fight Night, t'es pas là.
ce soir-là, tu sors pas. C'est pas ta journée. C'est pas ta journée. Puis malheureusement, une mauvaise journée au travail, ça arrive à tout le monde. C'est juste que nous, en tant que combattants professionnels, quand ça nous arrive, ça peut être beaucoup plus dangereux. Puis, tu sais, c'est plus nocif pour notre santé, tu sais. Est-ce que tu as des gens qui t'ont écrit suite à ta sortie du UFC ou ton exclusion, peu importe, ta fin de contrat, disons-le comme ça, est-ce qu'il y en a que tu as eu des commentaires haineux? Est-ce que tu les as lus? Est-ce que ça te fait quelque chose? Je sais. Comment tu as vécu ça? J'en ai... je regarde pas tant ça pour vrai. Puis, bonne réponse. Je vais te les lire. Je te dis. Ouais, tu peux m'en lire une coupe. Simon, son plus grand défaut, c'est qu'il faut qu'il aille lire les haters. Fait qu'il est super malheureux tout le temps. Tout le temps. Je me couche en pleurant le soir chez nous. Ah non, moi, là, j'en vois peut-être passer un ou deux parce que c'est comme les plus flagrants. Mais tu sais, je me mets pas à suivre ça. Puis tu sais, exemple, je vois un post de moi de l'UFC. Je vais pas aller le regarder parce que je sais que clairement, ce sera pas du positif qui va sortir. Fait que, je suis bien renfermé sur moi. Je suis un gars de turbo positif, man, dans la vie. Là. Moi, peu importe ce qui va m'arriver, je vais le tourner en positif. Ma sortie à l'UFC, je vais aller plus loin que ça. Je le savais que ça s'en venait. Je me voyais pas faire une fiche de 15-0 puis d'avoir une fiche parfaite à l'UFC. J'y ai cru pendant un bon moment. Mais à un moment donné, je veux dire, on n'est pas fou. On le voit ce qui s'en vient. J'ai pas eu un combat facile contre Malotte. Ce combat-là avec mon virus, je la voyais à la porte de sortie, malheureusement. Fait que, tu sais, j'étais un peu blindé mentalement. C'est ça, ton dernier combat était une éventualité. C'était ton dernier combat là. J'étais préparé à ça, tu sais. Mentalement, j'étais préparé à ça. Mais il y en a des haters, bro. Il y a du monde qui m'écrivent que je suis un pourri, que genre, que je vais être Monsieur Miyagi toute ma vie, que je suis juste bon à donner des cours ou des niaiseries de même. Tu sais, j'en ai eu, mais regarde, bro. Tu sais, qui vient souvent de Kevin. J'adore les Kevin dans la vie. Excusez, c'est juste une blague. Ça vient d'un Kevin qui a une bédaine dans son salon, qui a jamais rien fait de sa vie. Ça me fiberglass, man. C'est incroyable. T'en reçois de ça, hein? Ben, c'est sûr. Mais tu sais... Moi, j'avais eu un commentaire négatif parce que tu parles de Monsieur Miyagi. Puis quelqu'un avait dit, ça me fait rire les gars comme Simon qui coachent puis qu'ils ont jamais fait de grosses compétitions sauf des SAU. OK. C'est intéressant. Et alors? Ben, c'est ça. Il sait que tu as fait des compétitions de karaté puis tout, lui? Ouais, mais même si j'avais jamais fait un parcours en karaté à haut niveau. Pire coach de l'histoire du sport professionnel, Wayne Gretzky. Pour ceux qui ne savent pas, les jeunes à la maison, Maurice Richard a déjà essayé d'être coach des Nordiques de Québec, genre 3-4 games. Ça a été le plus grand fiasco de l'histoire. Être un grand de son sport n'est pas égal à être un bon coach. Ça n'a rien à voir. Là. Non, tu peux être le meilleur athlète du monde, tu vas être le pire pédagogue de l'histoire et à l'inverse. Tu peux être le meilleur pédagogue de l'histoire, puis quand il est le temps de performer, malheureusement, t'es pas là. Il faut comment les gens s'en permettent. Puis la personne, tu sais, je l'avais su, puis je m'étais dit, je comprends même pas comment quelqu'un peut penser ça quand tu vois maintenant l'historique des grands coachs qui ont accompli des grandes choses. Juste en jiu-jitsu, tu sais, des Danaher. John Danaher, rien gagné. Là. On parle de Firas. Firas, c'est qui a coaché quand même Georges Saint-Pierre ou Richard Haut, etc. C'est pas des gars qui ont gagné des Jeux Olympiques en lutte et en judo et qui ont fait des camps de MMA de malade mental. Pourtant, ça reste des entraîneurs incroyables. Je prends John Danaher encore une fois en jiu-jitsu. Oui, ça n'a absolument rien à voir. Puis tu peux avoir un grand athlète qui devient un grand coach aussi. Ah oui. Ça existe, mais bien souvent, les plus grands coachs... Écoute, devenir un bon coach... c'est aussi difficile que devenir, exemple, un champion du UFC, à mon sens à moi. Parce que c'est un craft comme un autre. Tu sais, apprendre à être un bon pédagogue, planifier ses cours, voir les forces et les faiblesses d'un athlète, apprendre à avoir l'œil pour déceler ce qui ne va pas chez un athlète et tout. C'est l'histoire d'une vie, ça, là. Un coach, on aime beaucoup le football, toi et moi. Les meilleurs coachs du foot, qui est un sport très scientifique puis de tactique et tout, hey, raid une défensive ou une offensive, là. C'est l'histoire d'une vie, là. Ces gars-là, ils voient ce que moi, je vois pas, puis je connais le football dans la vie. Fait ils n'ont pas le temps de devenir un grand athlète, t'sais, parce qu'ils sont devenus des coachs. Puis on est tous les trois coachs. Je pense qu'on est tous les trois des excellents coachs. Excellents athlètes aussi. Ouais, mais en tant que coach, dans le sens, oui. C'est de la job de coacher. 100%. Est-ce que c'est-tu on coach tous les enfants ici, on a même tous des enfants. C'est-tu ingrat des enfants? De passer des heures et des heures derrière un enfant pour lui dire essaye ça de care pour l'enfant, puis que du jour au lendemain c'est comme finalement comme la fois passée quand je m'en vais chercher quelqu'un au parascolaire, puis dans l'auto il me dit ça me tente vraiment pas d'être là, ou que ma propre fille des fois ça me tente pas d'aller au jiu-jitsu, puis je suis comme ça fait-tu mal au cœur ça?
C'est moi qui donne les cours, c'est moi qui les prépare, je mets mon cœur là-dedans. Tu sais, hier justement, je donnais le cours, on tournait la petite vidéo, je pensais à ce que j'allais faire, vous aussi, là, nos programmes sont préparés, je fais les programmes en fonction des compétitions, en fonction des élèves qui sont là, puis je sais la game de chacun de mes élèves, toutes là, je sais exactement leur game, je sais c'est quoi leurs défauts et leurs qualités, bien entendu, mais c'est exigeant d'être un coach quand même. Là. 100%, c'est tout ce stuff que... Puis là, s'entraîner au travers de ça aussi, personnellement. Exactement, te tenir au courant de la game, évident. Etc. Ouais, moi, écoutez, c'est clairement que ça a pris une grosse part dans ma vie d'athlète, là, en tant qu'athlète combattant de l'UFC. Moi, avant, j'avais pris un stop sur le coaching pour me concentrer sur ma vie de combattant, puis il a fallu que je recommence à coacher parce que je me sentais pas accompli en tant qu'être humain. Je sentais qu'il me manquait quelque chose en dedans de moi. Enseigner, puis... Parce que c'est pas juste d'enseigner, les gars, vous le savez, là, on n'est pas seulement des coachs, on est quasiment des psychologues. Les gens se rouvent à nous, ils nous parlent de tout, de leur vie privée, des choses qu'ils diraient pas à personne parce qu'ils nous font confiance. On est important pour eux. Exactement. Fait que, tu sais, de sentir ça, de sentir que tu fais la différence dans la vie des gens, c'est ça être un coach. Puis c'est tellement important. Fait que pour moi, d'être un combattant de l'UFC, c'est bien. D'être un coach, c'est quelque chose d'exceptionnel aussi, là. Ben oui, puis on s'en est souvent parlé de ça. J'ai fait SAU avec deux autres élèves de l'Académie de Jiu-Jitsu il y a presque un mois. Les trois, on a gagné médaille d'or dans notre division. Okay? J'avais 2 ceintures blanches en no-gi, puis il y avait moi en avancée. J'ai gagné, j'étais content. Mais quand j'ai vu mon Guillaume puis Marie-Lou avec leur médaille autour du cou, je capotais. T'sais. À un moment donné, ça prend une place encore plus importante. Je trouve que ça m'aide même à être un meilleur athlète, de bien coacher. Mais coacher, c'est un tout autre feeling. T'sais, on dirait que quand moi je gagne quelque chose, je suis content. Ça dure jusqu'à l'arrêt de char du retour environ. À la maison, je suis content. Là, je refais un nouveau cadre de l'accrocher à l'académie, puis c'est tout. Mais quand tes élèves gagnent, là, hein, c'est viscéral, on dirait. Autant quand ils perdent, les accompagner là-dedans. Fait que c'est sûr que ça te manquait, ça. Ah, ça me manquait tellement. Puis, tu sais, autant qu'on coach en compétition de jiu, quand les jeunes ils gagnent, qu'ils font des belles performances, autant moi, de mon côté, en kickboxing en ce moment, puis en boxe, je suis en train d'essayer de développer. Tu sais, j'ai Nathaël, j'ai Charlot, puis tout. Puis, tu sais. Ça a bien été pour les boys en plus. Ça va bien. Puis, tu sais, les gars sont disciplinés. Puis, de voir des jeunes de 14, 15, 16 ans venir au gym sans que tu leur dises, puis venir s'entraîner, puis courir, puis te demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer. Puis, tu sais, c'est des gars qui sont super travaillants, super résilients, super polis, qui ont une belle avenir devant eux. Fait que, tu sais, pour moi, c'est motivant de leur en donner encore plus, tu sais. Fait que, man, Quand les enfants gagnent, moi j'y pense pendant des jours et des jours. Quand je parle des enfants qui ont gagné une médaille, c'est plus important que quand moi je gagnais des médailles. On dirait que nous, quand on gagne, c'est comme bon, okay, c'est le fun. Mais on est content, mais. On est content, mais on reste des adultes parce qu'à cet âge-là, un enfant gagnait quelque chose. Ou, outre gagner, un enfant qui éclot. Ouais. Je sais pas si tu connais une petite fille qui s'appelle Abigail, par exemple, à sa dernière compétition, qui est là d'ailleurs, Abigail, derrière la caméra. Mais tu sais, c'est-tu beau à voir. relâche oblige. trop drôle à nous avoir. C'est-tu beau à voir, tu sais, que d'un seul coup, ils comprennent des choses, puis boum, ça sort. Le spark se fait. Ça, c'est incroyable. T'sais, sans avoir l'air, comment je pourrais dire, vouloir se donner du mérite, mais tu sais que t'es une partie de ça, sans vouloir prendre le spotlight pour eux, mais dans ton fort intérieur, tu sais que t'as mis la main à la porte pour que ça arrive, ça. C'est incroyable. C'est un feeling dur à décrire, pour vrai. T'sais, on va se le dire, on se fera pas de cachette, là. C'est énormément de temps et c'est pas quelque chose que tu t'attends à faire dans les poches. Là. Pas millionnaire avec ça. Là. Non. Ta paye, c'est de voir le sourire puis le bras levé. Juste la performance. Les fins de semaine que tu passes à aller dans ces compétitions-là, etc. Les journées complètes à travailler avec les jeunes, c'est exactement ça. Là. La journée, le samedi, je vais dire qu'on perd. C'est pas méchant, mais tu sais, le samedi qu'on quitte notre famille pour aller. Le dimanche, t'es brûlé, man. Parce que le samedi, t'as gaulé toute la journée, t'as coaché, t'as crié. C'est zéro payant, tu sais, je veux dire. Mais non, c'est pas. T'étais pas avec ta femme, t'étais pas. Là, c'est cool, que moi, je suis chanceux. La dernière compétition, pas la dernière, l'autre avant, on les a faites les 4. Moi, ma blonde, les 2 filles. Mais bien souvent, on part avec les kids coachés, ou mettons, quand je vais te coacher toi, on a affaire comme ça. Tu pars, là. Quand on est coach, là, on n'a pas le temps de jaser avec le monde. Là. On court comme des malades, c'est tapis. Puis quand on a un 2 minutes, c'est juste pour revenir à nous, genre,
OK, parfait. Bon, Hey. on repart après, tu sais. À midi et demi, on est-tu brûlé quand les enfants, la compétition est finie? Fait que, Là, les adultes embarquent jusqu'à 6 h le soir. ça, c'est si tu compétitionnes pas, là. Tu sais. En plus. Fait que père de famille, Père de combattant famille. professionnel, coach, ça en fait. Entrepreneur. Propriétaire d'entreprise. Entrepreneur, même. Ça en fait dans ton assiette. Arbitre des combats amateurs de l'organisation Fight Quest. C'est quelque chose que tu aimerais développer dans le futur, ça? C'est relate au coaching, je trouve, beaucoup. Ouais. C'est cool. J'adore ça. Après, le jour où je serai plus combattant professionnel, c'est sûr que je vais me lancer dans l'arbitrage, même professionnel. Là. Tu sais, prendre la place de samouraï MMA ou autre. Je veux juste avoir plein de cordes dans mon arc, man. Avant, à Samouraï la MMA, clé. je faisais commentateur aussi, là. Puis ça, je veux pas le perdre, c'est dans mon contrat. Le jour où je me bats plus à Samouraï MMA, je reprends ma place de commentateur. Tu sais, je veux pas perdre ça, là. Parce que là, momentanément, Ben, maman, attends. Tu sais, je pourrais. J'y ai pensé en plus. Je me suis dit, je vais me battre le premier. Je vais être le premier. Puis là, je vais faire mon combat, je vais gagner, puis après, je vais aller commenter le reste du gala. Mais tu sais, ça serait illogique de faire ça, là. Fait que. Johan qui reste commentateur, va faire l'interview. First thing first, I want to thank myself. Wanna thank me. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que c'est ça qui a fait que j'ai perdu mon focus? Mais j'ai toujours dit dans ma vie qu'avoir un plan B te déroutait de ton plan A. J'ai toujours eu un plan B, un plan A. J'étais focus. Ça, c'est une bonne question. Man, Vous connaissez l'analogie dans le livre L'Art de la guerre? Je m'en rappelle pas. Vous l'avez déjà dit. Il disait que quand ils attaquaient un village à l'époque, il laissait toujours une brèche, il laissait toujours une porte ouverte. Ouais. Puis l'autre empereur lui avait dit t'es con, pourquoi tu laisses une porte, ils vont s'échapper. Et il disait parce que si je laisse une porte, ils ont le plan B de se dire ils vont se sauver. Donc il y a du chaos, ils vont se sauver. Par contre, si on encercle le château et qu'on ferme tout au complet, qu'il n'y a plus d'issue, ils vont se battre avec l'énergie du désespoir. Donc ils vont se battre ils savent qu'ils vont mourir, mais ils vont essayer de tuer le plus de monde et ils vont être ultra déchaînés, exactement. Donc ils disent on laisse toujours une petite brèche, c'est leur plan B, c'est dans leur cerveau, une petite brèche pour dire si ça marche pas, c'est correct, je vais pouvoir me sauver là-bas. Donc il dit à chaque fois qu'on laissait une brèche, statistiquement parlant, intéressant. ils gagnaient la bataille. Wow. Mic drop. Drop the mic. Attention, on vient de l'acheter. Ne le lance pas, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai, tu sais, ton plan B, là, ça peut vraiment juste te faire perdre ton focus du plan A, tu sais. Puis moi, avant, j'en avais pas de plan B, là. Mais, par contre, je mettrais un bémol à ça, sans s'éparpiller, OK, tu sais, de vouloir tout faire en même temps. Mais, puis là, c'est pas un désaveu ou quoi que ce soit, tu comprends ce que je veux dire. Dans la vie, on sait très bien quand on va être un champion du monde ou juste un bon compétiteur. Je vous le dis souvent, je suis en politique, je sais que je ne serai jamais premier ministre du Canada, là, OK? Mais j'ai des aspirations quand même. Ce qui fait que j'ai plein d'autres choses que ça dans la vie. L'entrepreneuriat, ma passion du sport, les investissements immobiliers dans d'autres choses. Je pense que l'inverse serait stupide, excuse-moi le terme, que quand tu sais consciemment que tu ne seras pas champion du monde dans ton domaine, on va dire, puis tu focuses juste là-dessus, je pense que tu fais la bonne chose quand même. De te mettre plusieurs cordes à ton arc. Moi, j'ai toujours créé ça. Moi, ma vie, je l'ai toujours vu comme une grosse tarte. J'ai des pointes. Si t'as une pointe sur une saveur, ça marche pas. Je suis d'accord avec ce que tu dis, puis, tu sais, ça, autant que tu veux pas avoir un plan B pour te dérouter de ton plan A, autant que la bonne vieille expression, tu veux pas mettre tous tes œufs dans le même panier. C'est la même chose, Exact. là, tu sais. Puis Firas Zahabi, shout-out à Firas, avait dit, lui, le contraire carrément. Un combattant est beaucoup plus dangereux quand il y a plein d'autres choses autour qui l'attendent. Fight Night, il va s'amuser, puis il sera pas stressé de tout perdre. Intéressant, ça. Tu sais? Puis moi, je trouvais ça intéressant de prendre cette vision-là. Georges. Puis tu sais, je me suis dit, pour vrai, je suis pas juste un fighter, man. Je suis loin d'être rien qu'un fighter. Je faisais des conférences, j'ai fait beaucoup de conférences. Là, j'en fais un petit peu moins. Je veux être beaucoup plus que ça. Fait que l'ouverture du gym, la famille, arbitrage, commentateur, conférence, c'est toutes des choses qui me rendent extrêmement heureux. Tu sais. Fait que c'est des à côté que je suis très content d'avoir. Puis le jour où mon contrat à l'UFC a été résilié, je peux vous confirmer que j'étais content d'avoir tous ces à côté-là. Là. Tellement. Voilà, c'est ton filet social. Vu qu'on n'en a Exactement. pas en tant qu'entrepreneur, le filet social est inexistant. Fait que oui, tu t'en es bâti un. C'est important. Puis si tu remarques, les analystes sportifs télé, que ce soit des Patrick Côté dans l'UFC ou à la télé sportive, que ce soit au football ou au hockey, ils ont tous commencé pendant leur carrière. Les plus malins, en tout cas, l'ont fait. Parce que pense pas que tu as jamais développé le skills de communication ou autre,
puis penser devenir un homme d'affaires ou un communicateur après ta carrière. Mais là, tu le fais, tu construis l'avion en volant, puis c'est une bonne chose, je pense. Exactement. Puis tu sais, je pense que moi, ce qui m'a vraiment démarqué, puis vous êtes bien placé pour le savoir, en tant que combattant, c'est qu'avant d'être un combattant, j'étais dans la vente, moi. J'étais un vendeur. L'aspect vente, je l'ai. Puis... Chez Sephora, hein, c'est ça? Exactement, c'est le maquillage. Sephora, puis non, c'est la lingerie. Moi, on a travaillé. C'était quoi la lingerie? C'est quoi les magasins de lingerie? Victoria's Secret? Non, attends. La vie en rose. Ah, je pense que c'est ça. Shout-out à mon amour, la vie en rose. Jade a travaillé genre 8 ans, non, man. Ben non. 8 ans, bro. Elle a plein de... Ah, non, okay. Une femme de dentelle, c'est Jade. Shout-out à elle. Elle va m'assassiner, bro. Je pense que je vais couper ce boulot au montage. Non, ça va faire une clip, ça. Non. Oublie New York, IBJJF. Non, c'est fini. Johan se pull out de New York. Non, mais qu'est-ce qu'on disait, là? T'étais un vendeur avant tout. Ouais, un vendeur avant tout. Puis j'ai été me chercher une équipe de commanditaires. Incroyable, bro. T'es vendu, c'est ça? Bro, Toi, dans ta carrière, tu avais une bonne équipe de commanditaires. je faisais beaucoup... C'était mon revenu principal, mes commanditaires. Même dans l'UFC, parce qu'on sait que ça... Plus que mes combats, plus que le gym, plus que tout. Fait que, tu sais, mais ça, c'est pas donné à tous les combattants d'être en mesure de faire comme, hey, tu sais quoi, je vais aller me vendre devant l'entreprise. Moi, je suis un combattant professionnel, je peux vous amener ça, puis, tu sais, puis d'être crédible, puis d'être capable de se vendre en tant que combattant, c'est un gros plus, puis c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. C'est un Je pense que ça m'a énormément aidé à faire comme, garde, je suis capable de me rendre. Parce que c'est difficile, sinon, les gars, ils font pas beaucoup d'argent, là. Tu sais, Tes bourses au UFC... c'est des 10 000. Si tu perds, c'est 10 000. Si tu gagnes, tu fais 20 000. Mais tu sais, il faut que tu gagnes. Là. Dans le gym, tu sais, les papas du gym plutôt qui nous parlent, tu sais, exemple, t'avais un combat qui s'en est à Johan. Tu sais, eux, les gens pensent vraiment, t'es dans l'UFC, tu fais 500 000, 1 million par année. Quand je répondais aux gens, que j'étais, non, vous comprenez pas, là, le UFC, là, je vais le dire, c'est mon opinion, c'est un sport de pauvres. Il n'y a pas d'union des combattants. Donc, il n'y a pas d'espèce de syndicat des combattants. Fait que j'avais pas de levier pour négocier avec l'UFC. L'UFC donne d'autres choses, puis c'est correct. Mais quand même, pour une compagnie à la bourse milliardaire, tu rentres à l'UFC, ton premier contrat, c'est ça, c'est 10 000. 10 000 si tu gagnais 10 000 de plus. 20 000, ouais. 20 000 piastres. Ça, c'est ça. Si tu te casses la main, tu te bats pas de l'année. Là. Ouais, c'est sûr que c'est pour ça que j'ai toujours dit que les combats, c'est un plus. Mais ça te prend autre chose. Ça te prend des commanditaires, ça te prend des à côté, parce que tu fais pas juste ton argent avec les combats. Là. Ben non, 100%. Cool. Avez-vous d'autres choses Gros épisode. J'aurais eu plein de choses encore à te dire, mais je pense qu'on... Vous savez, vous avez rien qu'à m'inviter? T'as qu'à être là, mon esti. Merci de m'avoir invité, c'était nice. Hey, c'était un plaisir, puis tu le sais, tu fais partie du podcast. Donc, hey, ça a été vraiment un épisode que je suis content. Je trouve qu'on a ouvert des tabous, qu'on parle pas souvent avec les combattants MMA. Revient d'une défaite. Ouais, je reviens au top. Je pense qu'on a ouvert des choses plus intéressantes pour nos auditeurs. Ça va être cool. Plein de sujets. Shout-out pour ça, mon vieux. Merci les boys. À bientôt. Ça prend un homme pour s'ouvrir. On se voit dans 2 semaines. I'm the man. Yes. Salut. Bye.